Alors bonjour à toutes et tous, c'est Hendrik Davy, donc c'est encore l'INRAE, puisque moi j'étais directeur de recherche à l'INRAE et maintenant député NUPES. Moi en fait je suis arrivé en retard, donc vous avez peut-être déjà répondu à la question. Je suis arrivé en retard parce que j'étais avec un collectif de thésards, de doctorants, qui ont monté un collectif qui se prénomme, je crois, hein, si j'ai bien compris, Pourquoi arrêter la recherche ou est-ce qu'il ne faut pas arrêter la recherche et réellement, j'ai essayé de batailler avec eux pour leur expliquer que non, on avait besoin de savoir et de savoir scientifique. Mais ça m'interpelle beaucoup, en fait, ce mouvement qu'on a chez des ingénieurs, chez des chercheurs, à dire bah non, on fait un pas de côté, on arrête la recherche. Et pourquoi moi ça m'interpelle? Parce que d'abord, je pense qu'on est tous et toutes d'accord ici que la science est l'allié de la démocratie. Moi, je suis vraiment enfant de Bouvresse, de Russell, de tous ceux qui ont dit qu'il n'y a pas d'antinomie entre démocratie et science et que c'est plutôt le contraire, qu'une vraie démocratie accomplie a besoin de science. Et pourtant, on a quelque chose où on a le sentiment, c'est vrai chez des scientifiques, mais tu l'as dit aussi aux États-Unis, on a vraiment ce qu'on appelle maintenant un gap de confiance entre les institutions, c'est très vrai aux États-Unis, entre les institutions scientifiques et les citoyens. Et il y a peut-être quelque chose, je suis d'accord avec beaucoup de choses que vous avez dites, et notamment ce que Cédric Villani a rappelé, hein, c'est que c'est quand même les politiciens qui doivent décider et les scientifiques qui donnent les éléments. Mais quelque chose qui n'a peut-être pas assez été dit, c'est quelles sont les conditions dans lesquelles, en ce moment, la science et la politique dialoguent. Et je crois qu'il y a quelque chose qui pose problème, c'est que la science a toujours été un moyen pour le pouvoir d'asseoir son pouvoir. C'est Foucault qui l'avait très bien dit, savoir, c'est pouvoir. Bon. Et je crois qu'on est dans un moment où, trop souvent, le politique a utilisé, ça a été dit déjà par Cédric, hein, mais je voudrais réinsister là-dessus, trop souvent, le scientifique, le politique et le monde économique a utilisé la science pour asseoir en fait ses points de vue. Voilà. Et c'est là où moi, il faudrait quand même qu'on réfléchisse à mieux organiser ces champs de façon suffisamment séparée pour qu'ils dialoguent en bonne intelligence et pour éviter que la science soit instrumentalisée par le politique. Parce que qu'est-ce qui se passe au bout du bout, si je reviens et je finis là-dessus sur mes jeunes chercheurs, c'est qu'ils disent à quoi faire de la recherche dans l'intelligence artificielle alors que la planète est en train de surchauffer et qu'il faudrait faire autre chose, etc. Et en fait, comme les orientations de recherche ont été quand même décidées essentiellement pour des raisons économiques et dans un monde donné, et qu'on a associé la science qu'on fait à ces orientations économiques, et ben du coup, les gens jettent le bébé avec l'eau du bain. Hein. Et c'est ça qui m'inquiète pour la démocratie ensuite. Et il faut arriver à mieux reséparer et essayer de démontrer aux jeunes qu'on a encore besoin de science, mais il faut pour ça leur redonner plus de liberté académique. C'est un autre débat. Sur les fonds récurrents, etc. Et pourquoi on a besoin de liberté académique et de ne pas trop lier constamment le monde économique et l'orientation économique avec la recherche, parce qu'au bout du bout, à la fin, bah, ça fait des citoyens et des chercheurs qui se questionnent sur l'utilité de la science. Qui commence, tu vas? Bon. Non, juste replacer ce qu'a dit Foucault. Foucault a essentiellement parlé aussi du biopouvoir, hein, et il remettait en cause finalement la notion à la fois bien sûr de ceux qui savaient, mais il remettait aussi en cause le pouvoir des sachants eux-mêmes. Hein. Il faut replacer ça dans un contexte très particulier qui était la vie de Foucault et juste avant l'arrivée du VIH-Sida. Donc c'était la remise en cause des sachants eux-mêmes, hein, dans des phrases terribles, très disruptives du biopouvoir. Après, sur ce que vous dites, on a des éléments de réponse. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué, mais il me semble que ce dont on a parlé assez vite, qui est l'aspect de démocratie, alors de démocratie en santé, de démocratie participative, que les anglo-saxons appellent plus social participation, c'est que la construction finalement de maintenir finalement cette notion de progrès qui accompagne les connaissances et qui doivent avancer. De toute façon, elles avanceront, même si vous avez un certain nombre de jeunes scientifiques qui se posent des questions, les scientifiques en général, eux, avanceront. Hein, et c'est illusoire de penser le reste. Et c'est bien d'ailleurs, par certains côtés. Mais ensuite, c'est comment, à partir de ces connaissances, où toute connaissance n'est pas peut-être bonne à prendre pour la société. Et ça se construit avec ce triangle entre le décideur politique, l'expert
et puis la société et le citoyen qui a son mot à dire pour s'emparer de ça. Moi, c'est mon seul reproche, je dirais, hein, de ce qui s'est passé dans la crise Covid, mais qui était quelque chose de très particulier par sa brutalité, c'est que nous n'ayons pas suffisamment mis en place ce qu'était cet élément de démocratie en santé, qui aurait permis de s'appuyer sur une vision citoyenne et qui éclaire d'ailleurs à la fois la vision scientifique et la vision politique. Moi, je suis assez optimiste, mais penser une seconde que les scientifiques n'avanceront plus, c'est totalement illusoire et tant mieux. Je continue sur ce que vient de dire Jean-François et j'ajoute d'autres éléments sur ton excellente remarque. En premier, je crois la première chose à dire aux jeunes, c'est que leur questionnement est légitime. Et pour preuve, en 1972, dans un célèbre discours au CERN, Alexandre Grothendieck s'est posé la même. Il a fait une conférence public dont le thème c'était pourquoi faire de la science, et il se posait vraiment la question, et là je ne suis pas en train de parler de tel ou tel militant lambda, mais juste du plus grand mathématicien de la seconde moitié du XXe siècle, l'un des fondateurs de l'écologie politique dans les années 60-70, survivre et vivre et tout ça. Et certains des arguments qu'il avançait sont encore maintenant aujourd'hui. Certains arguments du genre pourquoi travailler là-dessus, là où la grande catastrophe c'est là, pourquoi travailler sur un truc de haute technologie quand bien des problèmes du monde sont en fait des questions de basse technologie, ou encore sujet qui est particulièrement fort sur la question, particulièrement sur la question IA d'ailleurs, c'est le phénomène qu'on va appeler, que j'aime bien appeler techno-blanchiment. Pour faire semblant, pour faire semblant de ne pas voir, ou pour noyer le poisson par rapport à l'énorme éléphant qui est dans la pièce mais qui demande du courage politique, tu vas attirer l'attention sur la petite souris qui est de la très haute technologie, qui est sexy, qui n'a que très peu d'impact, mais qui attire l'attention. Et les capitaux accessoirement. Et pour beaucoup de choses sur l'IA, c'est ça. Sur, par exemple, la place de l'IA dans l'écologie, dans bien des sujets, c'est ça qui va être le cas. Ou quand toutes les grandes compagnies d'aviation, il y a un an au monde, se réunissent en disant on investit dans le stockage du carbone et on va préserver tant et tant de tonnes de CO2 dans la nouvelle grande usine qui est en train de se construire au Texas de stockage de carbone. En un, l'usine n'existe toujours pas. En deux, ce à quoi ils se sont engagés, ça représente, j'avais fait le calcul, à quelque chose comme 1/1000 de leur bilan carbone sur une année. Bon. Autrement dit, ils sont en train de parler de epsilon au cube. Et de ne pas voir que le vrai truc pour faire baisser l'empreinte carbone, c'est de diminuer, c'est de décroître le nombre de vols. Mais comme il focalise sur la haute technologie, ça attire l'attention, c'est repris par toute la presse, etc. Donc quand les gens disent, je veux pas, par exemple, j'ai pas envie de faire de l'IA parce qu'on va attirer mon truc au lieu de regarder ça, l'interrogation est légitime. Maintenant, il y a aussi des cas, comme on sait, où l'IA est employée de façon très bien associée avec d'autres programmes écologiques, tout ce qu'on veut. Une start-up pour laquelle j'ai fait de la pub et que j'aime beaucoup, c'est les gens de Mycophyto qui utilisent de l'IA associée à des cultures de mycélium pour définir automatiquement, calculer automatiquement quel est le type de sol avec une très faible analyse et comment on va enrichir un mycélium tel ou tel endroit pour aider les performances des plantes. C'est une démarche qui à la fin des fins est de la biologie et type permaculture, et c'est une démarche qui utilise une dose d'IA. Deuxième point, oui, science a été utilisée comme objet de pouvoir dès le début. Colbert, quand il crée l'Académie des sciences, c'est pas par charité, mais parce qu'il comprend aussi que ça va être important pour le pouvoir politique. Et c'est un truc qu'on a constaté, qu'on peut constater dans l'histoire mathématique, à peu près systématiquement, chaque première application concrète de théorie mathématique, ça a été dans le domaine militaire. Et d'ailleurs, ça a sauvé, à certains moments, ça a participé à sauver la République quand Monge et ses collègues ont organisé la sauvegarde de l'État français qui était en guerre avec le monde entier, ou peu s'en faut. Et donc, il y a un philosophe des sciences il y a quelques temps qui s'appelle Pierre Thuillier, qui avait organisé une réflexion très très dure, je ne peux pas le suivre sur certains de ses développements, mais dans lequel il fait le plaidoyer à charge le plus abouti que j'ai jamais vu sur la science là-dessus, et disant qu'il y a comme un péché originel qui frappe toute la science encore maintenant, du fait que ça a été un instrument de pouvoir et de domination dès le début. Maintenant, le meilleur argument que j'ai pour quand il s'agit de convaincre les jeunes sur le fait qu'il faut continuer la recherche, c'est de leur dire, écoutez, si vous laissez tomber la recherche, même après avoir compris combien ça peut être un élément de pouvoir, c'est que vous faites le pire qui soit, vous laissez l'avantage à l'ennemi.
qui va être le seul à développer la recherche, la technologie, et ceux qui vont développer l'IA, les techniques de ci et ça sera seulement les multinationales dont l'objectif est contraire aux intérêts de la transition, etc., etc. Et si ça ne suffit pas, tu leur dis, d'ailleurs, Elon Musk a appelé au moratoire sur l'intelligence artificielle, sur la recherche en intelligence artificielle. C'est bien la preuve que c'est de la foutaise. Un petit mot aussi sur un plan un tout petit peu différent. Je partage votre défense acharnée de la recherche fondamentale et d'offrir cette possibilité de façon plus large aux jeunes qui se posent des questions dans certaines formes de recherche appliquée. Je pense que le concept de liberté de la recherche et ouvrant de nouveaux pans de la pensée doit rester une valeur, et je pense qu'on peut essayer de convaincre les jeunes, même qui se posent les questions que vous évoquez. Je voudrais prendre un exemple où de temps en temps on jette le bébé, merci, avec l'eau du bain, qui est un domaine de la médecine, où il se trouve que depuis 10-20 ans environ, il y a eu une série de progrès vraiment significatifs dans des séries de thérapeutiques de maladies, par exemple, dans mon domaine inflammatoire, mais aussi dans maladies inflammatoires, mais aussi dans d'autres domaines. Et une critique qui est faite, qui est justifiée, mais qui, à mon avis, est sur un plan complètement différent, c'est que ces progrès de la médecine sont source de bénéfices absolument colossaux de l'industrie pharmaceutique. Les industries de ce domaine sont les plus profitables qui soient. Et de temps en temps, on peut entendre, j'ai quelques collègues même qui rejoignent peut-être un tout petit peu les jeunes que vous avez entendus ce matin, qui disent à quoi bon ces recherches qui, in fine, ne font que profiter à quelques-uns, aux actionnaires, pour ne pas les nommer, de Pfizer, Roche ou d'autres. Je pense qu'il y a là une confusion entre le fait qu'il y a d'un côté des progrès scientifiques au bénéfice de la société, et ensuite une question politique qui est la réglementation, le partage et la réglementation, et que les bénéfices au sens santé ou aux bénéfices économiques doivent être partagés, éventuellement dans une certaine mesure avec les industriels qui ont participé à ces développements, mais avec la société en général. Et il faut faire attention, donc encore une fois, de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain.